Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le leader du mouvement indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, toujours porté disparu au Nigeria. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis le 11 septembre dernier. Une disparition dans un contexte de regain de tension dans le sud-est du pays. 28 mesures urgentes pour relancer l'économie congolaise. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté ce 3 octobre son plan pour lutter contre la fraude et améliorer la collecte des recettes publiques. Et le Rwanda vulnérable face à la cybercriminalité. Le pays enregistrerait 1000 cyberattaques quotidiennement. Le gouvernement tente de sécuriser davantage les serveurs. Mais tout d'abord, au Togo, la mobilisation ne faiblit pas. Ils étaient des milliers de personnes à manifester ce mercredi à Lomé et en province à l'appel de l'opposition. L'opposition qui continue d'exiger le retour à la Constitution de 1992. Début septembre, le gouvernement avait tenté un geste d'apaisement en soumettant au vote du Parlement un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment la limitation à 2 mandats présidentiels. Mais l'opposition avait boycotté le vote, dénonçant un texte non rétroactif. Nnamdi Kanu reste introuvable. Le leader de l'hip-hop, parti indépendantiste biafrais, a disparu le 11 septembre dernier suite à une descente de police à son domicile. Les forces armées qui menaient une opération de sécurisation après des incidents dans le sud-est du Nigeria. Le Biafra, théâtre d'une guerre civile il y a maintenant 50 ans. Un sujet de la rédaction. Il est devenu le visage de la cause indépendantiste au Biafra. Nnamdi Kanu, leader sécessionniste à la tête du parti hip-hop, est porté disparu depuis le 11 septembre dernier, date à laquelle une descente militaire a eu lieu à son domicile. Cette opération des forces armées, dénommée Danse du Python, intervient à la suite d'une recrudescence des violences dans le sud-est du pays. Certaines personnes sont inculpées pour avoir mis le feu au commissariat, d'autres sont inculpées pour meurtre, d'autres encore sont accusées d'avoir blessé des personnes. Des violences auxquelles les militants biafrais pour l'indépendance refusent d'être assimilés. Ils réclament désormais la vérité sur le sort de Nnamdi Kanu. Le leader indépendantiste avait été arrêté en octobre 2015 pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il avait été libéré sous caution fin avril 2017 en attendant le début de son procès qui doit se tenir en novembre prochain. Nous voulons savoir où est Nnamdi Kanu. Nous demandons à l'armée de nous le ramener. S'il est vivant, ils devraient le conduire à la police. S'il est mort, nous voulons son corps. Voilà ce que nous leur demandons de faire. Nous vivrons et mourrons en tant que peuple indigène du Biafra et vous ne pouvez pas nous en empêcher. C'est une idéologie que personne ne peut écraser. Les autorités fédérales nigérianes ont classé officiellement l'IPOB, organisation terroriste militante. L'ancien président Olusegun Obasanjo, l'archevêque d'Abuja, ainsi que des élites intellectuelles ont exprimé leur inquiétude et ont appelé au dialogue. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Bruno Tshibala a lancé officiellement ce 3 octobre une campagne contre la fraude et la contrebande. 28 mesures économiques d'urgence ont été présentées. Elles sont destinées à améliorer la collecte des recettes publiques. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En RD Congo, le gouvernement veut faire de la collecte des recettes publiques son cheval de bataille en vue de stabiliser l'économie du pays. Faisant partie de 28 mesures économiques initiées par le chef de l'État Joseph Kabila, la collecte des recettes est considérée comme une urgence. Cette mesure fait l'objet d'une campagne de vulgarisation lancée au cours d'une conférence de presse tenue par le Premier ministre Bruno Tshibala ce mardi 3 octobre 2017 à Kinshasa. Il fallait donc étudier et proposer des actions urgentes et concrètes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la corruption, la fraude fiscale et douanière en vue d'améliorer la collecte des recettes publiques et renflouer ainsi les caisses de l'État. Il est difficile, reconnaissent les autorités du pays, de booster les recettes publiques sans une action punitive contre les auteurs de la corruption qui, par ailleurs, bénéficient d'un régime d'impunité. Selon le gouvernement, plusieurs contentieux accusant certains fonctionnaires de l'État et opérateurs économiques sont portés en justice. Ce qui est important de relever, c'est la place que prend la justice par rapport au traitement de ce contentieux. Parce qu'une fois que le travail est pris en charge, une fois que les dossiers sont pris en charge par la justice,
nous sommes complètement dessaisis en attendant qu'une décision judiciaire soit prise. La République démocratique du Congo souffre encore de la baisse du prix des matières premières qui a affecté sa croissance économique estimée à plus de 8% il y a 3 ans pour se rabattre à environ 2,6% en 2017. Bien que ses principaux produits à l'exportation, à savoir le cuivre et le cobalt, connaissent une montée des prix, soit environ 6,470 $ la tonne du cuivre et 65 121 $ pour le cobalt, plusieurs investisseurs hésitent encore à revenir. Dans ces conditions, le sérieux dans la collecte des recettes sur divers autres secteurs est de mise pour une relance économique du pays. Et nous recevons sur notre plateau Monsieur Olivier Kamitetou, ancien ministre de la République démocratique du Congo, et également porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kamitetou, le gouvernement congolais se dit déterminé, on l'a vu dans ce reportage, dans la lutte contre la corruption. Est-ce que vous saluez ces mesures annoncées par le Premier ministre Bruno Tshibala ? Bien, je dirais simplement que le Premier ministre Bruno Tshibala s'exerce à amuser la galerie. Il est lui-même le fruit de la corruption politique. Sa présence à la tête d'une institution est usurpée. Et donc, vous le savez, on ne peut pas redresser l'économie par un coup de baguette magique ou un coup de grande déclaration. Il n'y a aucune mesure dans celle annoncée qui vous semble adéquate à la situation? Les mesures annoncées seraient-elles positives qu'elles ne seront pas appliquées parce qu'il n'y a aucune légitimité et derrière cela, il n'y a aucune stabilité politique. Et donc, l'élément essentiel, la confiance, ne peut pas être restaurée aussi longtemps qu'il n'y aura pas des institutions qui soient légitimes. Alors, vous parlez de légitimité, vous êtes le porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, opposant donc au régime en place. Il est aujourd'hui toujours en exil. Quand compte-t-il revenir en République démocratique du Congo? Eh bien, Moïse Katumbi l'a affirmé, et je peux le dire ici, sur ce plateau, il rentrera avant le 31 décembre de cette année 2017. Il se prépare à rentrer, et ce n'est pas une annonce sans lendemain. Il rentrera avant le 31 décembre, avant la fin de l'année. Alors, les élections, justement, sont censées se tenir avant la fin de cette année 2017, mais jusque-là, pas de calendrier électoral. Quels sont vos recours aujourd'hui? Eh bien, nous avons considéré qu'effectivement, nous avons forcé à une prolongation de la durée au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de son mandat qui s'est arrêté le 19 décembre 2016. Nous avons négocié un accord. Cet accord, nous l'avons négocié contre l'opinion publique congolaise, qui voulait voir le départ de Joseph Kabila en temps opportun, ce qui était 2016. Nous avons, par les évêques, obtenu cet accord qui n'a jamais été appliqué, mais le peuple l'a toléré. Aujourd'hui, le peuple congolais ne va pas tolérer une énième extension. Eh bien, Joseph Kabila doit se résoudre à partir. Alors, s'il ne part pas, quels sont aujourd'hui vos recours? Parce que Moïse Katumbi est toujours en exil à l'heure actuelle. Comment peut-il agir? Est-on un opposant efficace à l'extérieur du pays? Je l'ai dit, Moïse Katumbi va rentrer dans son pays, il va s'associer à toutes les actions pour faire entendre raison à M. Joseph Kabila, qui n'est plus président de la République. S'il l'est, il occupe un siège, il l'a usurpé. Vous savez, ce qu'on gagne par le mensonge, on le perd en considération. Joseph Kabila a perdu toute considération de la part du peuple congolais. Moïse Katumbi s'est dit favorable à une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer ces élections. Qui pourrait diriger cette transition? D'abord, il faut savoir que ce n'est pas seulement une partie politique, c'est l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition la plus large qui ont adhéré à un manifeste, qui considèrent que c'est un manifeste du citoyen congolais, qui s'intitule Essili, ça suffit, monsieur Joseph Kabila, il faut partir. Qui peut remplacer Joseph Kabila pendant une période de transition citoyenne? Eh bien, nous nous accorderons à la faveur d'un rassemblement, pourquoi pas autour des évêques, puisque cet accord de la Saint-Sylvestre, nous l'avons gagné par la confiance que nous avons en eux. Peu importe la méthode, mais nous arriverons à une solution la plus consensuelle possible. À l'heure où nous parlons, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'avoir des élections avant la fin de cette année 2017? L'élection présidentielle est l'élection la plus simple à réaliser. Pourquoi? Parce que c'est un scrutin majoritaire dans une circonscription unique. Il y a peu de candidats. Donc, c'est une question de volonté politique. Joseph Kabila, en 5 ans, n'a fait que s'aborder le processus électoral. Il a aujourd'hui l'effet boomerang de sa politique. Il doit partir. Cette élection peut se tenir
avant le 31 décembre 2017. S'il veut partir par la grande porte, par une alternance apaisée, c'est encore en son pouvoir aujourd'hui de libérer la CENI qui est devenue pratiquement un organe spécialisé de son parti. Elle n'a plus rien d'indépendant. C'est à lui maintenant à mettre en œuvre intégralement, de bonne foi, en toute sécurité, sincérité, les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur Camille Tatou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le Rwanda se place au 2e rang africain dans la lutte contre la cybercriminalité et pourtant le pays reste encore très vulnérable face aux cyberattaques. Il en compterait au moins 1000 chaque jour. Face à ce phénomène, le gouvernement a lancé un programme de sécurisation des serveurs. Reportage de notre correspondant Olivier Diakota. Umuseke est une entreprise spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication au Rwanda depuis 2011. Elle héberge aujourd'hui près de 300 sites internet et est la 2e plateforme la plus visitée du pays avec en moyenne 100 000 visiteurs par jour. Umuseke a déjà connu quelques attaques cybernétiques en 2017 dans un pays où le nombre d'attaques par jour est estimé à 1000, une menace sans doute considérable pour les observateurs. Des personnes malveillantes qui ont attaqué nos serveurs, ils ont effacé quelques données pour y mettre les leurs. Donc vous avez votre website et demain vous trouvez que votre contenu a disparu. Vous avez des nouvelles informations sur votre website. Soit ils mettent leurs informations et ils vous demandent de payer pour que vous puissiez revoir votre contenu. Pour mieux faire face à ces menaces, le gouvernement incite surtout les entreprises locales à domicilier les serveurs de leur site au Rwanda. Elles paieront le tiers de la somme dépensée à l'international pour ce même travail durant les 2 premières années du projet et les 2 tiers dans la dernière année. La phase opérationnelle devait débuter en septembre 2017, mais elle n'est pas encore effective jusqu'à présent. La cybersécurité est en train de devenir une véritable industrie et vous savez son importance dans la contribution de la défense, de la science et de la technologie. C'est pourquoi je pense que la cybersécurité va hisser les TIC à un niveau jamais imaginé. Alors il nous faut lui donner plus d'importance chez nous. En rappel, la 2e édition de l'indice mondial de la cybersécurité publié en juillet 2017 plaçait le Rwanda à la 2e place sur le continent. L'île Maurice occupait le 1er rang et le Kenya le 3e. Et sachez que l'Égypte a dépassé la barre des 100 millions d'habitants, devenant ainsi le 13e pays le plus peuplé au monde. Dans les détails, il s'agit de 94,8 millions pour la population intérieure et de 9,4 millions d'expatriés. À noter également que plus de 18% des Égyptiens ont entre 15 et 24 ans. Au plan continental, le pays est le 2e le plus peuplé derrière le Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.